La chambre d'hôpital baignait dans une lumière tamisée, saturée par le bip régulier des machines médicales. De temps à autre, les pleurs des nouveau-nés résonnaient depuis le couloir, comme une mélodie douce amère. Zena serrait les bords du lit, son visage crispé sous l'assaut d'une nouvelle contraction qui traversait son corps comme une vague implacable. La sueur perlait sur son front, trempant l'oreiller sous sa tête alors qu'elle luttait contre une fatigue qui semblait sans fin. Les heures s'étaient écoulées, longues et impitoyables, poussant son corps jusqu'à ses dernières limites. Autour d'elle, les infirmières s'affairaient, murmurant des mots d'encouragement. Mais il manquait une présence, celle qu'elle attendait avec une urgence désespérée. « Encore un petit effort, Zena. Tu y es presque », dit le médecin d'une voix posée, tentant de la rassurer. Mais son cœur battait à tout rompre, rongé par une angoisse sourde. Où était Daniel? Il avait juré d'être là. Elle s'était imaginé sa main dans la sienne, ses doigts essuyant ses larmes, sa voix lui promettant qu'ils traverseraient cette épreuve ensemble. Au lieu de cela, son absence résonnait comme un vide cruel qui lui dévorait l'âme. Avec une ultime poussée, accompagnée d'un cri qui jaillit du plus profond de son être, ses bébés vinrent au monde. 3 petites vies, fragiles et magnifiques. Des larmes roulèrent sur ses joues, mélange de douleur et d'une joie si intense qu'elle en tremblait. Pourtant, sous cette félicité vibrait une amertume froide, l'homme qui aurait dû partager ce moment restait invisible. Une infirmière déposa doucement l'un des bébés dans ses bras, enveloppé dans une couverture rose et douce. Zena baissa les yeux, le souffle coupé. « Bonjour, ma chérie », murmura-t-elle, la voix frémissante d'émotion. Le nourrisson cligna des yeux, comme s'il reconnaissait la voix qui lui avait chanté des berceuses depuis le ventre. Une autre infirmière approcha avec les 2 autres, et bientôt, Zena fut entourée par la chaleur de ses filles nouveau-nées. Mais alors qu'un sourire fragile naissait sur ses lèvres, la porte s'ouvrit brusquement. Daniel entra, en retard, et pire encore, visiblement agacé. Il ne posa pas les yeux sur les bébés, ne se précipita pas vers Zena. Il resta près de la porte, les bras croisés, le visage marqué par une grimace mêlant mépris et dégoût. « Alors, c'est ça » lança-t-il d'un ton glacial. Le cœur de Zena, encore gonflé de bonheur maternel, s'arrêta un instant. « Daniel, elles sont là, nos filles » dit-elle doucement, pleine d'espoir. Mais il ricana. « Tu ne sais faire que pondre des gosses » marmonna-t-il en se détournant. Ces mots la frappèrent comme une gifle, plus douloureux que toutes les contractions qu'elle avait endurées. La pièce sembla vaciller, les pleurs légers des bébés soudain étouffés par la tempête qui rugissait dans sa poitrine. Daniel sortit sans un regard en arrière. Zena serra ses enfants plus fort, ses larmes revenant, mais cette fois, elle n'était plus née de la joie. Elle portait le poids d'une trahison qui venait de s'abattre sur elle. Le lendemain de l'accouchement aurait dû être un jour de chaleur, de félicitations et de murmures tendres. Au lieu de cela, Zena était assise dans son lit d'hôpital, le corps endolori et le cœur plus lourd que jamais. Les 2 petites dormaient dans leur berceau, à côté d'elle, tandis que la 3e tétait paisiblement contre son sein. On frappa à la porte, un coup sec, presque furieux. Daniel entra à nouveau, sans fleurs, sans cadeaux, sans même un regard pour ses filles. Il portait en lui la tension d'un homme contraint à une tâche qu'il méprisait. Zena esquissa un faible sourire. « Daniel, veux-tu la prendre dans tes bras » demanda-t-elle, berçant tendrement le nourrisson. Il ne bougea pas. Ses yeux se plissèrent et il répondit sèchement. « Je n'ai jamais voulu 3 gamins. C'est toi qui as fait ça, Zena, pas moi. » Elle resta bouche bée. « Ce sont aussi tes enfants, » murmura-t-elle, tentant de garder une voix stable. Mais Daniel lui tourna le dos. « Tu as utilisé cette grossesse pour m'enchaîner, mais je te préviens, je ne me laisserai pas emprisonner comme mon père l'a été par ma mère. » Sa voix tremblait de dédain. Avant qu'elle ne puisse répliquer, il disparut, claquant la porte si fort que les bébés sursautèrent et gémirent. Zena ravala un sanglot, caressant doucement leur dos et murmurant des paroles apaisantes qu'elle aurait voulu entendre elle-même. Plus tard, une infirmière entra et proposa d'emmener les bébés à la nurserie pour qu'elle puisse se reposer. « Non, je veux qu'ils restent avec moi », répondit-elle dans un souffle, ses bras entourant les 3 petites silhouettes. Seule à nouveau, elle laissa ses pensées se dérouler. La douleur de l'accouchement n'était rien face à la déchirure émotionnelle que Daniel venait de lui infliger. Cet homme avec qui elle avait bâti une vie était devenu un étranger, séparé d'elle par un gouffre de ressentiment. Elle se remémora leur début, ces mots d'amour griffonnés sur des bouts de papier, leurs dîners improvisés au clair de lune. Où était passé cet homme? Elle chassa ses larmes, effleurant les joues de ses bébés, se forçant à rester forte. « On s'en sortira », murmura-t-elle dans le silence, plus pour se convaincre elle-même que pour quiconque d'autre. Lorsque Zena fut enfin autorisée à quitter l'hôpital, elle franchit le seuil de l'appartement qu'elle avait autrefois partagé avec Daniel. Un silence oppressant l'accueillit, aussi lourd qu'une couverture mouillée. Pas de ballon coloré, pas de carte de vœux, aucun signe qu'un père avait célébré l'arrivée de ses filles dans le monde. L'air sentait le renfermer,
comme si quelque chose s'était éteint, pas au sens propre, mais dans l'âme même de cet espace. Elle posa délicatement les sièges auto sur le canapé et promena son regard autour d'elle. Soudain, elle réalisa à quel point cet endroit, qu'elle avait autrefois appelé son foyer, lui semblait étranger. Les souvenirs flottaient comme des ombres dans la pièce, Daniel la faisant tournoyer dans la cuisine en riant, leurs rêves murmurés sous des couvertures chaudes. Aujourd'hui, ces images résonnaient comme des échos cruels, des promesses brisées qui se moquaient d'elle. Elle se tourna vers le miroir du couloir. Son reflet lui renvoya une femme pâle, épuisée, mais toujours debout. Elle devait l'être. « Très bien, mes petites, murmura-t-elle au bébé, on va faire en sorte que ça marche, même si ce n'est que nous 4 désormais. » Mais à peine les mots prononcés, ses jambes flanchèrent sous elle. Elle s'effondra au sol, non pas de douleur physique, mais sous le poids écrasant d'un cœur brisé. Aucune femme ne se prépare à une telle solitude. Aucune mariée ne descend l'allée en imaginant qu'un jour elle se retrouverait abandonnée, des nourrissons dans les bras, sans personne pour la retenir si elle tombait. Plus tard cette nuit-là, Zena s'assit en tailleur sur le plancher, près des bébés qui dormaient dans des paniers à linge transformés en berceaux de fortune. Son corps hurlait de fatigue postpartum, ses seins étaient douloureux d'allaiter, mais son esprit refusait de s'éteindre. Elle ramassa une photo de leur mariage, où Daniel la regardait comme si elle était la seule femme au monde. « Qu'est-il arrivé à cet homme ?» murmura-t-elle, pressant le cadre contre sa poitrine. Un sanglot lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. « Que ai-je fait de si terrible pour que tu deviennes ça ?» Il n'y avait pas de réponse, juste le silence, et ce silence faisait plus mal que n'importe quelle colère. Dans la quiétude, son esprit ressassait les mots venimeux de Daniel, tournant en boucle comme une berceuse cruelle. Quand l'un des bébés remua et geignit, elle rampa vers elle pour l'apaiser, déposant un baiser tendre sur son petit front. « Tu n'as pas besoin de son amour, chuchota-t-elle avec une détermination farouche. Tu as le mien, et je te jure que tu ne ressentiras jamais ce vide. » Cette promesse résonna fort dans son âme. Il ne s'agissait plus seulement d'un chagrin d'amour. Il s'agissait de protéger ses enfants, de leur éviter de grandir en pensant qu'elles ne méritaient pas l'amour d'un père. Les jours se transformèrent en semaines, s'étirant comme une punition lente et implacable. Chaque lever de soleil apportait une nouvelle vague d'épuisement alors que Zena jonglait seule avec les couches, les biberons et les pleurs colériques de ses filles. Son téléphone restait obstinément muet. Pas d'appel de Daniel, pas de message, pas même une vague curiosité pour savoir si les petites mangeaient, grandissaient, survivaient. La douleur n'était plus seulement physique, elle s'était infiltrée dans son esprit, dans son essence même. Chaque matin, elle s'asseyait près de la fenêtre, attendant, espérant, mais personne ne frappait à la porte. Puis, un soir, un coup retentit enfin. Mais ce n'était pas Daniel. C'était sa mère, Marianne, vêtue d'une blouse en soie moulante et noyée dans un parfum trop fort. Elle entra comme si l'appartement lui appartenait. « Eh bien, renifla-t-elle en observant le désordre de biberons et de vêtements pour bébé, tu as vraiment transformé cet endroit en chaos. » Les épaules de Zena se raidirent. « Que fais-tu ici, Marianne ?» La femme plus âgée ne s'assit pas. Elle resta debout, les bras croisés, une aura de jugement suintant de chaque pore. « Je suis venue voir si tu avais enfin cessé d'essayer de piéger mon fils avec tous ces bébés. Tu crois vraiment que ça le fera rester ?» Les yeux de Zena s'assombrirent, mais elle garda son calme. « Ce sont ses filles. Je n'ai piégé personne. Ton fils a fait des choix, lui aussi. » Marianne leva les yeux au ciel. « Daniel ne voulait pas d'autres enfants, il me l'a dit lui-même. Tu aurais dû te débrouiller comme une femme responsable. » La pique la blessa profondément. Zena ravala sa colère. « Sors d'ici, dit-elle à voix basse. » Marianne éclata d'un rire sec et amer. « Oh, ma chère, ce n'est que le début. Ne crois pas que tu gagneras quoi que ce soit en jouant la pauvre épouse abandonnée. Les hommes comme Daniel ne reviennent pas par culpabilité. Ils passent à autre chose. » Sur ces mots, elle quitta l'appartement d'un pas décidé, claquant la porte derrière elle. Zena resta figée dans le silence qui suivit, la respiration tremblante, les mains agitées. Elle marcha jusqu'au coin où dormaient ses filles et contempla leur visage paisible, un baume contre la tempête qui l'agitait. Ce silence dont parlait Marianne était insupportable, mais il était aussi révélateur. Il lui rappelait qu'elle était tout ce que ses petites avaient. Et si personne d'autre ne les protégeait des mots venimeux et des rejets cruels, alors elle se lèverait pour le faire. Elle embrassa chaque bébé, murmurant dans la nuit. « Nous ne serons pas brisés. Ni par Daniel, ni par sa mère. Nous valons plus que leur honte. » Assise en tailleur sur le tapis usé du salon, Zena scrutait le contenu de son portefeuille avec une précision désespérée. Quelques billets froissés, une poignée de pièces éparses, et une douleur sourde dans la poitrine confirmaient ce qu'elle redoutait depuis des jours. Il n'y avait pas assez pour tenir la semaine. Le lait en poudre, les couches, les lingettes, ses besoins élémentaires glissaient hors de sa portée. Le réfrigérateur était silencieux depuis trop longtemps, ses étagères presque vides.
Le vide de son compte bancaire résonnait tout aussi fort. Ravalant sa fierté, elle tendit une main tremblante vers sa boîte à bijoux. Elle décrocha son collier de mariage et le posa à côté de sa bague de fiançailles. Autrefois symboles étincelants d'espoir, ils n'étaient plus que des objets à troquer pour la survie de ses filles. « Je n'aurais jamais cru en arriver là », murmura-t-elle, une larme roulant sur sa joue alors qu'elle glissait les bijoux dans une petite pochette. Le lendemain matin, elle entra dans une boutique de prêteurs sur gages du quartier, serrant la pochette contre son cœur. L'homme derrière le comptoir la regarda à peine avant de peser les objets. « Je peux vous donner 150 au maximum », dit-il sans émotion. La voix de Zena trembla. « Ça représentait quelque chose », souffla-t-elle. « Ça en représente encore, mais pas pour lui. » Elle repartit avec l'argent, reconnaissante mais vidée. De retour chez elle, elle divisa soigneusement les billets. Une partie alla dans une boîte étiquetée « Urgence », le reste servit à acheter des provisions et des affaires pour bébé. Elle étira chaque centime, optant pour du lait en poudre bon marché, lavant et réutilisant les couches quand c'était possible, coupant les lingettes en deux pour en doubler l'usage. Ses doigts se couvrirent de callosité à force de laver les vêtements à la main dans l'évier, mais elle travaillait en silence, portée par une détermination farouche. Tard dans la nuit, une fois les bébés endormis, Zena s'assit seule sur le sol, le dos contre le mur, fixant l'obscurité. « Je ne le supplierai pas », murmura-t-elle dans le vide. « Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir m'effondrer. » Cette résolution muette grandissait en elle chaque jour. Elle commença à chercher des petits boulots à distance, griffonnant des idées, se répétant qu'il devait y avoir une issue à ce gouffre. Chaque obstacle renforçait sa volonté. Elle n'était plus la femme qui attendait près de la fenêtre ou du téléphone. À travers l'effort, le sacrifice et des prières silencieuses, Zena se transformait peu à peu en quelqu'un que ni Daniel ni Marianne ne reconnaîtraient. Elle ne se contentait plus de survivre, elle apprenait à se battre, non pour son passé, mais pour l'avenir de ses filles. Un soir particulièrement glacial, après une journée où les bébés avaient été inhabituellement agités et où l'électricité avait vacillé pour la 3e fois, Zena craqua. Assise sur le canapé, un bébé endormi sur sa poitrine, les 2 autres dans ses bras, ses épaules s'affaissèrent sous le poids de la fatigue. Ses pensées dérivèrent vers quelqu'un qu'elle n'avait pas contacté depuis des années, Steve, son ami d'enfance, son refuge avant Daniel. Avec des doigts tremblants, elle lui envoya un message. « Salut, c'est Zena. Ça fait longtemps. Je ne vais pas bien. » Elle ne s'attendait pas à une réponse rapide, mais quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. « Zena, où es-tu ? » « J'arrive. » 1 heure plus tard, un coup à la porte la fit sursauter. Elle ouvrit et découvrit Steve, plus âgé, plus grand, mais toujours porteur de cette même chaleur dans le regard. « Zena, » souffla-t-il, observant les bébés et l'appartement usé. « Tu aurais dû m'appeler plus tôt. » Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle se détourna vite. « Je ne voulais pas de pitié, » dit-elle doucement. « Je ne savais juste plus vers qui me tourner. » Steve entra sans hésiter, prenant dans ses bras l'un des bébés qui pleurait, avec une aisance naturelle. Ils s'assirent ensemble sur le sol, entourés de couvertures et de biberons éparpillés. Steve berça la petite contre lui, la balançant doucement, et regarda Zena avec inquiétude. « Tu n'as pas à faire ça seule » dit-il à voix basse. « Tu n'as jamais eu à le faire. » Elle secoua la tête, la gorge nouée. « J'ai fait des vœux, Steve. J'ai promis devant Dieu un amour éternel. Je ne peux pas juste dire du mal de lui, peu importe ce qu'il a fait. » Le regard de Steve s'adoucit. « Il ne s'agit pas de le dénigrer. Il s'agit d'accepter ce qu'il est devenu et ce dont tu as besoin maintenant. » Pour la première fois depuis des semaines, Zena posa sa tête contre l'épaule de quelqu'un. La présence de Steve lui rappela une époque avant que la trahison ne creuse un sillon dans son cœur. Elle ne voulait pas trop s'appuyer sur lui, pas encore, mais sa gentillesse était comme un rayon de soleil sur une peau gelée. « Je ne demanderai pas grand-chose, » murmura-t-elle. « Juste quelqu'un pour me rappeler que je suis encore humaine. » Steve serra sa main doucement. « Alors je serai cette personne, même si tout ce dont tu as besoin, c'est de silence. » Cette nuit-là, elle dormit plus d'1 heure d'affilée pour la première fois en semaine, et cela lui sembla une petite victoire. Pendant que Zena se débattait avec des centimes et du lait en poudre, Daniel, lui, était vautré sur un canapé en cuir dans un appartement luxueux à des kilomètres de là. Le salon sentait le parfum coûteux et les restes de plats à emporter, des verres de champagne traînant encore sur le comptoir depuis la veille. Anna, sa nouvelle compagne, sortit de la chambre en short de soie, un sourire satisfait aux lèvres. « Tu n'as pas répondu à ton téléphone ?» ronronna-t-elle en l'enlaçant. Daniel haussa les épaules, faisant défiler ses messages. « Rien d'important ?» marmonna-t-il, effaçant le nom de Zena de son journal d'appel sans un regard. Anna rit et l'embrassa sur la joue. « Toujours à faire semblant que tu n'as pas d'enfant quelque part ?» Daniel se raidit. « Je ne fais pas semblant. Je ne veux juste pas gérer ce drame pour l'instant. » Il se renversa en arrière, sirotant un whisky à midi,
comme si la paternité ne le concernait pas. Ses jours se fondaient en nuits de plaisirs insouciants, dîners coûteux, fêtes sans fin, réunions d'affaires qui se terminaient en boîte de nuit. À l'extérieur, il semblait être un homme qui réussissait. À l'intérieur, il pourrissait lentement dans une flaque d'égoïsme superficiel. L'air dans l'appartement était étouffant, chargé de silence et de l'odeur douceâtre de la lotion pour bébé. Zena n'avait rien mangé de la journée, à peine bu, et elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle s'était assise plus de 10 minutes. Ses membres tremblaient d'épuisement, son esprit bourdonnait de pensées éparses. Cet après-midi-là, les triplés pleuraient à l'unisson pendant que la plus petite refusait de se calmer. Zena passait d'un berceau à l'autre, désemparée, murmurant des berceuses d'une voix délirante et pressant des linges frais sur leur front brûlant. Sa vision se troubla, sa respiration devint courte. « S'il vous plaît, juste une seconde », marmonna-t-elle à la pièce, sans savoir si elle s'adressait au bébé, à Dieu ou à elle-même. Les murs semblaient se refermer sur elle, l'écrasant de toutes parts. Ses genoux cédèrent, et cette fois, elle ne put se rattraper. Elle s'effondra près du berceau, la pièce tournoyant autour d'elle. Sa dernière pensée fut une pointe de culpabilité. Et si les bébés ont besoin de moi? Quand elle rouvrit les yeux, tout était immobile. Sa tête pulsait de douleur. Une voix douce perça le brouillard. « Zena, tu m'entends » Le visage de Steve apparut au-dessus d'elle, empreint de panique et de souci. Il était agenouillé à ses côtés, écartant doucement les cheveux de son front moite. « J'ai frappé, personne ne répondait. La porte était ouverte, je t'ai trouvé par terre. » Zena cligna des yeux, désorientée. « Les bébés » croassa-t-elle. « Ils vont bien » la rassura-t-il rapidement. « Je les ai nourris, ils dorment. » Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle était trop faible pour pleurer. Steve l'aida à s'asseoir, soutenant son poids. « Tu te détruis à petit feu, Zena » dit-il doucement. « Ce n'est pas viable. » Elle baissa les yeux. « Si ce n'est pas moi qui le fais, qui le fera? Elles n'ont que moi. » Steve s'installa à côté d'elle, la laissant s'appuyer contre lui. « Et maintenant, elles m'ont aussi. Que tu veuilles l'accepter ou non, je ne te laisserai pas seule dans cette bataille. » Zena ne répondit pas. Elle posa simplement sa tête sur son épaule, laissant le silence l'envelopper, un silence qui, pour une fois, n'était pas oppressant, mais réconfortant. Son corps avait peut-être flanché, mais son esprit n'était pas complètement brisé. Avec Steve qui la soutenait discrètement, elle réalisa qu'elle n'avait peut-être pas à mener cette guerre seule. Le lendemain matin, un coup résonna à la porte, calme et officiel. Encore endolorie et enveloppée dans une vieille robe de chambre, Zena ouvrit lentement. Un homme grand, vêtu d'un costume impeccable, se tenait là, une enveloppe brune à la main. « Madame Zena » demanda-t-il poliment. « Je suis Elias, l'avocat chargé de la succession de votre défunte grand-mère. Puis-je entrer » Perplexe et méfiante, Zena hocha la tête et le fit entrer. Steve, qui avait dormi sur le canapé pour aider avec les bébés, se leva et resta à proximité, protecteur. « Votre grand-mère, Mama Hawa, est récemment décédée » expliqua Elias d'un ton solennel. Elle vous a désigné comme unique héritière de son patrimoine. Zena cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Je ne l'ai pas vue depuis des années. Nous avons perdu contact quand elle est repartie au Nigeria. Elias lui tendit l'enveloppe. Elle ne vous a jamais oublié. Lisez ceci, je vous prie. Avec des mains tremblantes, Zena l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite et des documents légaux indiquant qu'elle héritait d'un patrimoine conséquent, une maison bien meublée, un compte professionnel dormant et des économies qui pourraient assurer l'avenir de ses enfants. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant les chiffres. « C'est réel » souffla-t-elle. Elias acquiesça. « Tout à fait réel. » Steve posa une main légère sur son épaule. « Zena, ça pourrait tout changer » murmura-t-il. Mais elle peinait à assimiler la nouvelle. La lettre de sa grand-mère débordait de mots aimants, affirmatifs et fiers. « Tu viens de femme forte, Zena. Tu es née pour t'élever. Utilise cela avec sagesse et emmène tes enfants là où règne l'amour et la dignité. » Ces mots la frappèrent comme un rayon de soleil après des années de ténèbres. Elle pressa la lettre contre sa poitrine et pleura, non plus de chagrin, mais d'un soulagement profond et bouleversant. Elias resta debout, respectueux, attendant qu'elle reprenne ses esprits. Pas de précipitation. Nous entamerons le transfert dès que vous serez prête. Zena balaya du regard son appartement usé où la peinture écaillée, les carreaux fissurés, l'air toujours trop lourd. Pour la première fois depuis longtemps, elle vit une porte s'ouvrir, pas seulement dans son espace de vie, mais dans son existence. Elle se tourna vers Steve et murmura. « Je crois que c'est le début de quelque chose de nouveau. » Il lui sourit, les yeux pleins d'espoir pour elle. Zena venait d'entrer dans un chapitre que personne, pas même Daniel, ne pouvait contrôler. La maison se dressait discrètement dans une rue paisible, ses murs ivoire brillant sous le soleil matinal. Zena descendit du camion de déménagement,
tenant deux des petites tandis que Steve tenait l'autre. Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine. La propriété dépassait tout ce qu'elle avait imaginé, 2 étages, un jardin clôturé bien entretenu, des rayons de lumière filtrant par les fenêtres comme une promesse silencieuse. « C'est à nous » murmura-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. Elias, l'avocat, hocha la tête avec un sourire doux. « Votre grand-mère s'est assurée que tout soit prêt à vous accueillir. Vous et vos filles méritez ce nouveau départ. » Zena pivota lentement, absorbant la sensation d'espace, d'air, de possibilités. Pas de moisissures rampant sur les murs, pas de chauffage défaillant ni de cloisons fines résonnant de souvenirs de trahison. À la place, il y avait de la chaleur. « On plantera des roses ici, » dit-elle en désignant la cour avant, « et peut-être une balançoire pour les filles. » Steve sourit. « Et peut-être que tu dormiras enfin plus de 3 heures. » Zena rit doucement, pour la première fois depuis une éternité. À l'intérieur, elle installa chaque bébé dans son propre berceau, de vrais berceaux, pas des paniers à linge ou des couvertures prêtées. Elle passa ses doigts sur les barreaux en bois et murmura. « Vous êtes chez vous maintenant. Vous êtes en sécurité. » Chaque pièce portait la touche aimante de sa grand-mère, meubles sculptés à la main, photos encadrées de l'enfance de Zena, étagères remplies de livres sur la valeur personnelle, la résilience et la guérison. C'était comme si sa grand-mère l'enlaçait depuis l'au-delà. Ce soir-là, Steve prépara un dîner simple, des pâtes et du pain à l'ail, mais pour Zena, c'était le meilleur repas qu'elle ait jamais goûté. Ils mangèrent assis sur le sol du salon vide, les bébés dormant à proximité, l'atmosphère paisible. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est vrai, » dit-elle doucement, jouant avec sa fourchette. Steve la regarda. « C'est vrai, Zena. Tu es entrée dans ta seconde chance, et tu l'as méritée à chaque pas. » Les jours passaient comme une brise tiède dans la nouvelle maison, apportant à Zena des instants de calme mais aussi l'éveil de rêve qu'elle avait enfoui depuis longtemps. Un matin, pendant qu'elle nourrissait les filles, elle ouvrit un vieux carnet poussiéreux, encore rempli de croquis et d'idées oubliées. Des mots jaillissaient des pages. Force, lutte, maman d'abord, dignité dans les couches. En tournant les feuillets, un souvenir refit surface. Elle, à 2 heures du matin, cherchant de l'aide en ligne pour les mères célibataires, ne trouvant que des forums pleins de jugements et des statistiques glaciales. Elle se rappela son impuissance, son sentiment d'invisibilité. Ses yeux se plissèrent, animés d'une flamme nouvelle. « Il doit y avoir mieux que juste survivre », dit-elle à Steve, qui rangeait les biberons. Il la regarda, intrigué. Quel genre d'idée? Un sourire naquit sur ses lèvres, son cœur battant d'excitation. Une marque de bien-être et de soins, créée par et pour les mamans solo. Des produits faits avec dignité, des systèmes de soutien sans pitié. Ils passèrent des soirées à esquisser le concept sur la table de la salle à manger. Zena dessina une gamme de coffrets pour maman et bébé, envisageant d'embaucher et de former des mères célibataires pour les fabriquer depuis chez elle. Elle imagina des horaires flexibles, un partage des profits et des ateliers gratuits sur la parentalité, la gestion d'un budget et l'estime de soi. Ce ne sera pas juste produire des choses, expliqua-t-elle à Steve. Ce sera reconstruire des vies, une mère à la fois. Steve l'écouta, profondément touché. Tu ne te contentes pas de guérir, tu deviens celle qui guérit. L'idée la consuma, énergisant ses journées d'une manière que même le sommeil ne pouvait égaler. Elle enregistra le nom de l'entreprise, Née de la Force. Le logo, une main berçant un bébé, entouré d'une flamme, symbolisait le feu de la maternité qui refuse de s'éteindre. Elle passa des appels, envoya des emails, suivit des cours de commerce en ligne une fois les bébés couchés. Les économies de sa grand-mère devinrent un capital de départ, et elle recruta une petite équipe de mamans en difficulté qu'elle rencontra dans des groupes de soutien. Zena ne voulait plus seulement survivre, elle voulait créer quelque chose de durable, quelque chose qui clamerait au monde. J'ai réussi, et je vais aider d'autres à se relever aussi. Lentement, sous ses pieds, un but prit racine là où la douleur avait autrefois régné. Un après-midi, alors qu'elle examinait des options de fournisseurs dans le bureau baigné de soleil, la sonnette retentit. Elle n'attendait personne, Steve avait emmené les filles se promener. Curieuse, elle traversa le couloir et ouvrit la porte, manquant de lâcher son café. Marianne se tenait là, vêtue d'un tailleur fleuri élégant, un sac assorti à la main, un sourire forcé plaqué sur le visage. « Bonjour, ma chère », dit-elle d'un ton mielleux, comme si aucun temps ni venin n'avait passé entre elles. Zena resta bouche bée. « Marianne ». La femme ajusta ses lunettes de soleil et ajouta avec une fausse jovialité. « J'ai entendu dire que tu avais gravi les échelons. Une belle maison. Ta grand-mère avait du goût. » Zena sortit sur le perron, croisant les bras sur sa poitrine. « Que veux-tu » Marianne inclina la tête. « Une femme ne peut-elle pas rendre visite à ses petites filles ?» L'expression de Zena resta de marbre. « Tu ne voulais rien avoir à faire avec elle quand on dormait par terre. » Les yeux de Marianne brillèrent un instant avant qu'elle ne reprenne son sourire. « Les choses changent. J'ai pensé qu'il était temps de reconstruire la famille, maintenant que tu te portes si bien. » Zena ne l'invita pas à entrer.
Elle s'appuya contre l'encadrement de la porte, la brise soulevant ses boucles. Tu m'as blâmé pour l'abandon de ton fils. Maintenant, tu veux un accès parce que mon compte en banque s'est rempli? Marianne se raidit. C'est injuste. J'étais émotive. Daniel était perdu. Daniel a fait un choix, coupa Zena. Et tu l'as soutenu. Tu as clairement montré que ni moi ni mes filles ne faisions partie de ta famille. Le masque de Marianne se fissura. Zena, je suis leur grand-mère. J'ai des droits. Les yeux de Zena se durcirent. Tu as perdu ces droits quand tu t'es moqué de moi pendant que mes bébés pleuraient. Les lèvres de Marianne se pincèrent. Très bien, mais ne dis pas que je n'ai pas essayé. Elle pivota et s'éloigna d'un pas raide, descendant l'allée. Zena la regarda partir, le cœur battant non pas de peur, mais de clarté. Cette visite ne l'avait pas ébranlée, elle avait confirmé ce qu'elle savait déjà. Certains ne reviennent pas pour faire la paix, mais pour vérifier si vous êtes toujours faible. Elle rentra, ferma la porte et la verrouilla. Son monde n'était plus ouvert aux manipulations, ni de Daniel, ni de Marianne. La ligne était tracée, et cette fois, c'était elle qui tenait le crayon. L'odeur d'huile de lavande et de beurre de karité chaud emplissait l'atelier modeste de Zena, une ancienne chambre d'amis transformée en espace de production cosy. 5 femmes, toutes mères célibataires, étaient assises autour d'une table, assemblant des coffrets de soins avec de la lotion pour bébé, des tisanes, des enveloppes réconfortantes faites main et des mots d'encouragement glissés dans chaque paquet. Zena passait entre elles, offrant conseils, encouragement et vérifiant la qualité. Des rires flottaient parmi les conversations douces et les épreuves partagées, celles que seules les mères comprennent. Ça faisait des années que je ne m'étais pas sentie appartenir à quelque chose, dit une femme prénommée Lila, en collant une étiquette sur un pot. Zena sourit. C'est l'objectif. Ici, personne n'est laissé pour compte. Elle passait ses journées à guider son équipe, à organiser les commandes via son site web et à promouvoir leur mission en ligne. Même avec une demande croissante, elle insistait pour rédiger elle-même chaque email de bienvenue, les signant d'une maman guerrière à une autre. L'entreprise grandissait, et avec chaque vente, un sentiment de mission s'ancrait plus profondément dans son cœur. Le soir, après avoir couché les filles, Zena s'asseyait avec Steve à la table de la cuisine, parcourant des témoignages qui lui tiraient des larmes. « Je me suis sentie vue pour la première fois en des mois », disait un message. « Merci d'avoir créé ça. » Steve observait son visage s'illuminer. « Tu ne construis pas juste une entreprise, tu lances un mouvement. » Zena le regarda, le cœur réchauffé. « Parfois, je me demande ce que ma grand-mère dirait si elle voyait ça. » Il se pencha vers elle. Elle dirait qu'elle a toujours su que tu en étais capable. Et elle aurait raison. Ils trinquèrent avec leur tasse, et pour la première fois depuis une éternité, Zena ne se sentait plus comme une femme sortant péniblement de la survie. Elle se sentait comme une femme forgeant un héritage. Même face aux contretemps en retard d'expédition, une critique négative, un fournisseur débordé, elle ne s'effondrait pas. Elle s'adaptait, apprenait, persévérait. La force qu'elle avait autrefois implorée dans l'obscurité rayonnait désormais de sa présence. Ses enfants, maintenant des bambins qui aiment rire, dansaient dans les couloirs, inconscientes qu'elle grandissait au cœur d'une révolution silencieuse. Daniel se tenait au centre d'un lounge faiblement éclairé, un verre à la main, mais l'habituelle vague d'admiration qui l'entourait s'était éteinte. Les investisseurs murmuraient sur ses décisions irréfléchies. « Tu perds la main, Daniel », l'avait averti son supérieur la semaine précédente. « Tu ne peux pas te reposer sur ton charme éternellement. » Mais Daniel balaya les reproches, accusant les autres des projets bloqués et des délais manqués. « Ils ne me comprennent pas », dit-il à Anna un soir, affalée sur leur canapé en cuir. Elle leva les yeux au ciel, croisant les jambes. « Non, Daniel, ils te comprennent trop bien. C'est ça, le problème. » La tension entre eux, autrefois masquée par des dîners aux chandelles et des cadeaux coûteux, flottait désormais comme une fumée âcre, impossible à ignorer. Quand sa carte fut refusée dans un restaurant chic, Anna ne lui laissa même pas le temps de s'expliquer. « Débrouille-toi avec ton bazar », lança-t-elle froidement, rejetant ses cheveux en arrière avant de sortir. Daniel la poursuivit, mais elle disparut dans un taxi sans un regard. De retour dans l'appartement, le silence le narguait à chaque pas. L'espace autrefois luxueux semblait plus froid, dépouillé de la chaleur qu'Anna y apportait. Il se servit un verre, mais même la brûlure de l'alcool ne calma pas son anxiété. Il n'avait pas mis les pieds au bureau depuis des jours. Sa boîte mail débordait, les factures s'accumulaient, ses économies, dilapidées dans des nuits censées effacer sa culpabilité, s'étaient réduites à néant. Assis sur le canapé, il fixa son téléphone, ses doigts planant au-dessus du nom de Zena, enfoui sous des messages ignorés. Il n'osait pas lui écrire, pas encore. Elle avait probablement tourné la page, et bien qu'il ne l'ait pas vue depuis l'hôpital, des bribes de rumeurs lui parvenaient. Elle avait une entreprise, elle prospérait. Elle était censée s'effondrer, marmonna-t-il avec amertume. Elle n'était pas censée rebondir. La jalousie luttait avec le regret, mais son orgueil refusait de céder à l'un ou l'autre.
Il arpentait l'appartement, appelant des contacts qui ne répondaient plus, ressassant les derniers mots d'Anna. Daniel avait toujours cru pouvoir fuir les conséquences, mais pour la première fois, elle l'avait rattrapé, démolissant tout, brique par brique. Pendant ce temps, Zena se regardait dans le grand miroir de sa chambre, ajustant les plis d'une robe fluide couleur rouille qui épousait ses formes avec une élégance naturelle. Ses boucles étaient relevées en un chignon doux, des boucles d'oreilles dorées scintillant discrètement. Elle ne s'habillait pas pour impressionner, pas de gala, pas de rendez-vous, juste un événement local pour femmes entrepreneuses. Pourtant, prendre soin d'elle lui donnait un sentiment de puissance. « Tu ressembles à la PDG que tu es », dit Steve depuis l'encadrement de la porte, une des filles dans les bras. Zena rit, lissant son rouge à lèvres. « Je me sens comme une PDG aujourd'hui. » Avec les filles à la garderie pour quelques heures et son équipe gérant l'atelier, elle pouvait respirer et célébrer son parcours. À l'événement, les têtes se tournèrent non parce qu'elle cherchait l'attention, mais parce que son aura avait changé. Elle n'entrait plus dans une pièce pour prouver quelque chose, elle y entrait en sachant déjà qui elle était. Entre canapé et carte de visite, elle parla de la mission de Née de la Force, de ses racines émotionnelles et de son rêve d'étendre le projet à des programmes de mentorat. « Tout a commencé dans la douleur », dit-elle à un panel de femmes. « Mais j'ai refusé que ce soit la fin de mon histoire. J'ai transformé la survie en vocation. » Ces mots déclenchèrent une ovation debout. Mais le moment le plus marquant vint quand une jeune femme l'approcha en larmes. « Je suis aussi une maman solo », dit-elle, la voix tremblante. « Vous écoutez m'a donné de l'espoir. » Zena la serra dans ses bras. « Alors je fais quelque chose de bien. » De retour chez elle, elle ôta ses talons et s'affala sur le canapé près de Steve, qui avait préparé le dîner. « Ils t'ont adoré » dit-il. « Je ne fais que commencer » répondit-elle, souriant malgré la fatigue. Son éclat n'était pas seulement physique. C'était celui d'une femme qui avait traversé les flammes avec 3 bébés et un cœur brisé, pour en ressortir rayonnante de détermination. Le centre commercial grouillait d'énergie en ce week-end. Des familles traînaient derrière des enfants excités, une musique douce flottait dans l'air, et l'odeur des bretzels frais emplissait l'espace. Zena avançait avec grâce dans la foule, ses talons claquant discrètement. Elle portait une robe mi-longue émeraude ceinturée, un maquillage léger, et un sac en toile orné du logo de son entreprise. Ses filles, maintenant des bambins, marchaient main dans la main à ses côtés, tandis que Steve suivait, poussant une poussette vide et riant de leurs bavardages incessants. En se penchant pour lasser la chaussure d'une des petites, Zena sentit un changement dans l'atmosphère, comme si un regard pesait sur elle. Elle leva les yeux et croisa ceux de Daniel. Il se tenait figé près de l'entrée d'une boutique, visiblement pris au dépourvu. Il semblait usé, plus mince, incertain. Elle, au contraire, irradiait une sérénité inébranlable. Pendant un instant, ils se fixèrent, le poids de leur passé flottant entre eux, lourd et muet. Daniel fit un pas hésitant. « Zena » dit-il, la voix mal assurée. Elle se redressa lentement et hocha la tête. « Daniel ». Son regard glissa vers les filles. « Ce sont ?» Elle acquiesça. « Oui, tes filles. » Il déglutit, visiblement déstabilisé par leur croissance et par celle de Zena. « Tu as l'air différente » dit-il. Elle lui offrit un sourire neutre. « Je suis différente. » Steve s'approcha, et Zena le présenta calmement. « Voici Steve. Il a été un roc pour nous. » Daniel détourna les yeux un instant, puis la regarda à nouveau. « Je ne pensais pas te croiser ici, » marmonna-t-il. Elle inclina la tête. « Et pourtant, nous y sommes. » Les filles tirèrent sur sa jupe, réclamant une glace. « Allons-y » dit-elle à Steve, s'éloignant sans un regard en arrière. Daniel resta là, abasourdi par la force dans sa démarche. Dans cette brève rencontre inattendue, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais perçu chez elle auparavant, pas juste de la survie, mais une transformation. Elle ne l'avait pas attendu. Elle était devenue bien plus puissante qu'il n'aurait pu l'imaginer. Les murmures sur le succès de Zena se répandirent d'abord doucement, comme une vaguelette, avant de devenir un raz-de-marée dans les cercles où Daniel se sentait autrefois à l'aise. Lors d'événements professionnels ou de brunch, son nom surgissait avec respect. « Tu as vu Zena Latli ? Elle dirige cette marque pour Maman Solo, disait-on. Elle rayonne ces jours-ci. On dit qu'elle guide des femmes plus jeunes maintenant. » Daniel feignait l'indifférence, mais sa mâchoire serrée et sa posture raide le trahissaient. Un soir, en scrollant sur les réseaux sociaux, il tomba sur une photo de Zena s'exprimant lors d'une conférence nationale pour l'émancipation des femmes. Élégante et posée au pupitre, ces mots légendés. « Nous ne sommes pas notre douleur, nous sommes ce que nous construisons après. » Daniel fixa l'écran pendant des minutes, la lueur de l'image soulignant le vide de son appartement. Anna était partie pour de bon, emportant les derniers éclats de son orgueil. Incapable de résister, il cliqua sur d'autres photos, ses événements professionnels, ses campagnes communautaires, des moments joyeux avec ses 3 filles. Elle était partout, pas pour exhiber sa richesse, mais pour imposer sa présence.
Daniel réalisa qu'elle n'avait pas juste tourné la page. Elle s'était élevée, pendant que lui était entouré d'avis d'impayés, d'appels manqués et de candidatures sans réponse. Il jeta son téléphone et fixa le plafond. « Elle était censée avoir besoin de moi ?» murmura-t-il avec amertume. Le lendemain, croisant un ancien collègue dans un café, celui-ci lança sans savoir. « Tu as vraiment laissé filer un diamant. Elle a transformé sa douleur en pouvoir. Tout le monde parle d'elle maintenant. » Daniel rit jaune. Les gens adorent les histoires de comeback. Mais à l'intérieur, les mots le poignardaient. Zena n'était pas qu'un retour, elle était une révélation, et chaque éloge en passant reflétait combien il était tombé bas. La maison était paisible, les jumelles dormant profondément après une longue après-midi de jeu. Zena se tenait près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, l'esprit encore occupé par sa réunion matinale avec un gros investisseur. Steve entra avec un léger coup sur la porte ouverte, tenant un petit sac cadeau. « J'ai trouvé ça à la librairie en ville », dit-il en le lui tendant. À l'intérieur, un agenda relié en cuir portait les mots gravés « Écrit à puissance ». Les yeux de Zena s'adoucirent. « Steve, merci. C'est magnifique. » Il haussa les épaules, jouant la nonchalance. « Tu donnes tellement aux autres, il était temps que quelque chose te revienne. » Elle rit doucement, puis l'enlaça sans hésiter. L'étreinte dura juste assez pour que le cœur de Steve s'alourdisse d'un sentiment qu'il retenait depuis des mois. L'amour s'était glissé en lui discrètement, à travers les biberons de minuit, les rires partagés, les moments de crise et les silences qu'ils avaient appris à combler ensemble. Mais il n'avait rien dit, pas encore. Ce soir-là, sur la terrasse arrière, il observa les étoiles. Zena le rejoignit avec une couverture et ils s'enroulèrent dans un confort tacite. « Tu m'as donné plus que de l'aide, Steve, » dit-elle doucement. « Tu m'as offert la paix quand je pensais ne plus jamais la trouver. » Il se tourna vers elle, son regard doux mais intense. « Zena, il faut que je te dise quelque chose. » Elle leva les yeux, curieuse. Il hésita, puis expira. « Je t'aime. Ça fait un moment déjà. » Un silence épais et délicat s'installa. Zena ne recula pas. Elle plongea dans ses yeux pleins de vérité et de vulnérabilité, posant doucement une main sur son bras. « Je ne sais pas si je suis prête, » murmura-t-elle. « Mon cœur est encore en train de guérir. » Steve hocha la tête lentement. « Je ne te demande rien maintenant. Je voulais juste que tu saches. J'attendrai, s'il le faut. » Zena appuya sa tête contre son épaule, réconfortée par la sincérité tranquille de son amour. Dans cet instant, elle comprit quelque chose de profond. Elle n'était plus entourée de gens qui la brisaient, mais d'une personne prête à construire avec elle, pas à pas, battement après battement. Pendant ce temps, Daniel fixait un avis d'expulsion placardé sur sa porte, le tampon rouge criant plus fort que toutes les disputes récentes. Il l'arracha d'une main tremblante, parcourant les détails comme s'il pouvait changer. Il avait moins d'une semaine pour partir. Ses comptes étaient à découvert, ses cartes saturées, ses derniers biens vendus dans un désespoir silencieux. L'entreprise où il occupait un poste important l'avait licencié, citant une conduite irresponsable et des échecs répétés. Affalé sur un canapé taché, une pile de factures menaçait d'engloutir ce qu'il lui restait de fierté. Il saisit son téléphone, faisant défiler ses contacts, son pouce s'arrêtant sur le nom de Zena. Il voulait appeler, mais que dire? J'ai détruit notre famille, brûlé tout ce que j'avais, et maintenant j'ai besoin d'aide? Même lui ne pouvait avaler une telle supplique. Le silence de l'appartement l'écrasait, pas de pas, pas de rire, aucun écho d'une vie autrefois partagée. Il alluma la télé pour combler le vide, mais même les sitcoms ne couvraient pas la honte qui s'insinuait en lui. Il pensa à Anna, à son départ sans une larme. « Tu es devenu un boulet ?» avait-elle dit froidement. « Je ne coulerai pas avec toi. » Il avait ri, feignant l'indifférence, mais seul, sans même un lit, la vérité lui serrait la gorge. Il n'avait pas juste échoué comme mari ou père, il avait échoué comme homme qui se croyait invincible. La pluie tombait doucement tandis que Zena berçait une de ses filles sur le porche, savourant le calme du début de soirée. Steve était à l'intérieur, lisant aux deux autres, leurs rires étouffés en fond. C'était une paix gagnée de haute lutte. Mais ce calme vola en éclats quand une berline noire s'engagea dans l'allée. Son souffle se coupa. Elle reconnut cette voiture. Daniel en sortit, le costume froissé, les yeux creux. Il avança lentement, comme traînant ses regrets derrière lui. « Zena » dit-il d'une voix rauque, la pluie mouillant ses épaules. Elle se leva, posa la petite à l'intérieur, puis revint sur le porche, bras croisés. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, calme et ferme. Le visage de Daniel se tendit. « Je ne savais pas où aller. J'ai tout perdu en mon boulot, mon appart, tout. Je ne viens pas me battre, je te jure. J'ai pensé que tu pourrais peut-être aider. » Zena l'observa, notant ses vêtements défaits, la défaite dans ses yeux. Mais son cœur, qui avait autrefois désespéré son retour, ne ressentait plus rien qu'une distance. « Tu n'as pas pensé à nous quand tu es parti.
Tu n'es pas venu quand tes filles faisaient leurs dents à minuit ou quand j'ai vendu ma bague pour les nourrir, dit-elle, chaque mot pesé. Daniel fit un pas. Je sais que j'ai merdé. J'étais aveugle. Mais je suis là maintenant, ça ne compte pas? Elle expira lentement. Que tu sois là ne répare pas ce que tu as fait. Il jeta un œil vers la porte, espérant apercevoir les filles. Je peux au moins les voir? Elle secoua la tête doucement. Elles ne te connaissent pas. Tu ne peux pas débarquer parce que ta vie s'est effondrée. Ce n'est pas un refuge ici, c'est un foyer. Notre foyer. La pluie s'intensifia, et Daniel resta là, trempé, brisé par plus que le temps. S'il te plaît, murmura-t-il. Mais Zena rentra, fermant la porte doucement. Ses mains tremblaient, mais pas de doute. Pour une fois, elle se choisissait. Elle s'appuya contre la porte et chuchota. Tu arrives trop tard. Le lendemain, Daniel revint, des fleurs à la main et des mots qui sonnaient répétés. Il attendit dehors près d'1 heure avant que Zena ne sorte, bras croisés, regard indéchiffrable. J'ai juste besoin de quelques minutes, dit-il vite. S'il te plaît. Elle acquiesça sèchement et marcha avec lui jusqu'au porche, un océan de distance entre eux. Zena, je sais que je t'ai blessée. Je ne m'attends pas à un pardon immédiat, mais je veux essayer. Pour les filles, pour nous. Elle leva une main. Non, dit-elle, ferme mais posée. Tu m'as laissé briser sur un lit d'hôpital sans regarder en arrière. Maintenant que la vie t'a tourné le dos, tu veux essayer? Daniel déglutit. J'avais peur. Je ne savais pas être père de 3 enfants. Tu n'as pas essayé de le savoir, coupa-t-elle. Tu t'es assuré que je sache que j'étais seule. Il posa les fleurs sur la rambarde. Ce sont tes préférées, des orchidées blanches. Elle ne les regarda pas. Elle l'était avant. Un silence pesant s'installa. Daniel fixa la fenêtre où les filles jouaient. J'ai raté tellement de choses, dit-il doucement. La voix de Zena trancha comme du givre. Et tu en rateras encore, parce que cette fois, je ne reste pas immobile à attendre que tu nous choisisses. Il leva les yeux, blessé. C'est tout? Elle hocha la tête lentement. C'est guérir, Daniel. Ça ne finit pas toujours par une réunion. Parfois, ça finit par une porte qui ne s'ouvre plus. Il resta là, sans colère, juste une finalité calme qui faisait plus mal que la fureur. Zena rentra, marquant une pause. Ne prends pas mon calme pour de la faiblesse. Je ne suis pas restée forte tout ce temps pour faire de la place à tes regrets. Elle ferma la porte doucement. Les fleurs restèrent sur le porche, intactes, jusqu'à ce que la brise du soir les renverse, leurs pétales s'éparpillant comme des excuses trop tardives. Daniel revint une 3e fois, sans fleurs, sans arrogance, les yeux gonflés d'une nuit sans sommeil. Zena se tint dans l'embrasure, hésitant entre le renvoyer ou écouter enfin l'excuse qu'il aurait dû offrir depuis longtemps. « Zena, je sais que tu ne veux probablement plus de moi, » commença-t-il, la voix brisée. « Mais je te supplie de m'écouter, juste une fois. » Elle soupira, sortit, laissant la porte entr'ouverte au cas où les filles appelleraient. Daniel s'effondra sur les marches, le visage dans les mains. « Je me réveille chaque matin avec des regrets qui me brûlent la gorge. Je me demande comment j'ai pu vous abandonner, toi et elle. » Zena s'assit, gardant ses distances. « Tu n'as pas juste abandonné. Tu as craché sur tout ce qu'on avait construit, sur moi, quand j'avais le plus besoin de toi. » Il hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu as raison, et je m'aime pour ça. » Il la regarda, désespéré. « Je veux faire partie de leur vie, Zena. Pas pour moi, mais parce qu'elle mérite de savoir qui je suis, qui j'essaie d'être maintenant. » Son regard ne vacilla pas. « Elles n'ont pas besoin de connaître la version de toi qui les a laissées pleurer dans mes bras. Si tu veux être père, ça ne commence pas en me suppliant. Ça commence en devenant quelqu'un qui mérite d'être connu. » Daniel déglutit péniblement. « Dis-moi comment commencer. » Elle secoua la tête. « Je ne peux pas t'apprendre à être présent. J'ai dû le découvrir seul, sans manuel, sans partenaire. Tu devras gagner chaque instant, pas parce que je suis rancunière, mais parce que je ne te laisserai pas faire plus de mal. » Il baissa les yeux. « J'ai une chance ?» Elle se leva lentement. « Tu auras ce que tu donneras. Mais n'attends pas que la guérison suive ton rythme. » Elle rentra, laissant la porte fermée mais non verrouillée. Ce n'était pas un pardon, c'était un défi. Pour Daniel, cela ressemblait à un fil d'espoir enroulé de barbelés. Le calme enveloppait la maison dans une douce étreinte alors que Zena bordait les filles, lissant leur couverture avec soin. Steve l'observait depuis le couloir, à travers la porte entr'ouverte, son cœur gonflé d'émotions qu'il n'exprimait pas encore pleinement. Quand elle sortit et referma la porte derrière elle, il la regarda avec une chaleur qui n'avait pas besoin de mots. Mais ce soir-là, il voulait parler. « Zena, dit-il doucement, on peut discuter ?» Elle acquiesça et le suivit sur la terrasse, où les étoiles scintillaient comme des témoins silencieux. Steve prit une profonde inspiration. « Ça fait un moment que je marche à tes côtés, à travers le chaos, la reconstruction, la joie. Et il y a quelque chose qui me pèse.
Son expression s'adoucit. Tu n'as pas à retenir quoi que ce soit. Il la fixa, sa voix tremblant légèrement. Je t'aime, Zena. Pas juste l'idée de toi, mais toi la femme qui a affronté une tempête et continué à avancer, la mère qui a créé quelque chose de puissant à partir de sa douleur, l'amie qui m'a laissé rester alors qu'elle avait toutes les raisons de fermer son cœur au monde. Zena cligna des yeux, son cœur battant d'une manière inattendue. Elle avait vu les signes, sa sollicitude, sa loyauté, la façon discrète dont il veillait sur elle, mais l'entendre à voix haute remua quelque chose de profond. « Steve, commença T.L. prudemment. Mais il leva une main. « Tu ne me dois rien. Je ne te demande pas de décider maintenant. Je voulais juste que tu saches que je suis là, pour toi, pour les filles, pas juste comme un ami, mais comme quelqu'un qui croit en ce que nous pourrions devenir, quand tu seras prête. » Elle serra sa main, ses yeux brillants. « Tu es la première personne à m'aimer sans me demander de me réduire ?» murmura-t-elle. Il sourit. « Parce que tu n'as jamais été faite pour être petite. » Le silence qui suivit n'était pas lourd, mais porteur d'espoir, deux cœurs au bord d'un nouveau chapitre. Mais l'humilité de Daniel ne dura pas. Une semaine après son demande de pardon, il appela Zena, non plus avec des larmes, mais avec des reproches. « Je pensais que tu avais dit que je pouvais gagner une chance », lança-t-il sèchement au téléphone. Prise de court par son ton, elle répondit posément. « Et je le pensais. Mais j'ai aussi dit que ça prendrait de la constance, pas de l'impatience. » Il ricana. « Je me suis pointé 2 fois, et tu ne me laisses même pas dire bonne nuit à mes propres gosses. Quelle mère utilise ses enfants pour punir leur père ?» Le visage de Zena s'assombrit. « Ne retourne pas ça contre moi. Je les protège. Tu ne peux pas disparaître des années et revenir en jouant les victimes, comme si tu avais droit à une intimité que tu n'as jamais cultivée. » La voix de Daniel devint amère. « Alors quoi? Tu fais parader Steve comme leur nouveau père pendant que je reste sous la pluie à espérer qu'on me voie ?» Elle inspira lentement, se stabilisant. « Steve n'a jamais eu à demander à être là. Il était présent chaque fois que tu ne l'étais pas. » Ce soir-là, Daniel envoya un long message accusateur, se peignant en victime et remettant en question la moralité de Zena. Il évoqua la rapidité avec laquelle elle avait tourné la page, comment son succès l'avait changé, comment leur fille grandirait confuse sur l'identité de leur vrai père. Zena lut en silence, ses mains tremblant non de tristesse, mais de rage. Elle voyait enfin clair, Daniel ne revenait pas par amour. Il était là parce qu'elle s'était élevée plus haut qu'il ne l'avait prévu, et son ego ne supportait pas qu'elle ne soit plus la femme brisée à terre. Elle répondit simplement, « La porte que tu as franchie en partant ne s'ouvre pas à tes conditions. » Puis elle éteignit son téléphone, alla dans la chambre des filles, et les regarda dormir. À cet instant, elle se fit une promesse, elle ne confondrait plus jamais la desperation de quelqu'un avec du repentir. 3 semaines plus tard, une épaisse enveloppe arriva chez Zena, scellée d'un signe légal. Elle l'ouvrit lentement, soupçonnant déjà son contenu. Son cœur se serra, mais sa détermination resta intacte. Daniel avait déposé une demande de garde partagée. Elle parcourut les lignes tapées avec soin, loin d'être neutre. Il se présentait comme un homme repenti cherchant à intégrer la vie de ses enfants, suggérant que le nouveau style de vie de Zena et son entreprise l'empêchaient de s'occuper pleinement des filles, ajoutant même de faux témoignages sur son état émotionnel après leur séparation. Ses mains tremblèrent, mais pas de peur, une colère nette et focalisée la traversa. Il ne faisait pas ça pour être père, mais pour la blesser, pour reprendre un contrôle qu'il avait perdu quand elle avait choisi de se relever. Elle appela son avocat sur le champ. « On va au tribunal » dit-elle fermement. « Et je ne reculerai pas. » La salle d'audience était froide et stérile, mais Zena y entra tête haute, vêtue d'un tailleur bleu marine, dégageant une assurance professionnelle. Steve était assis derrière elle, un soutien silencieux, tandis que son avocat présentait des chronologies, des reçus, des preuves irréfutables, abandon, négligence, un silence prolongé d'un homme qui n'avait jamais versé un sou. Quand Daniel monta à la barre, sa prestation vacilla sous le contre-interrogatoire. « Pouvez-vous fournir des preuves de soutien financier ou émotionnel durant leur petite enfance ?» demanda le juge. Daniel bafouilla. « Je n'étais pas dans un bon état à l'époque. » Zena resta silencieuse, observant son délitement sans ciller. Puis ce fut son tour. Elle parla calmement des nuits sans sommeil, des factures médicales, des étapes manquées par Daniel, et de ses raisons de protéger les filles d'une inconstance destructrice. La salle buvait ses paroles. Quand le verdict final fut rendu, Zena obtint la garde. Avec des visites strictement supervisées pour Daniel, ses mains se crispèrent brièvement sur ses genoux. Daniel resta abasourdi, mais elle ne jubila pas. Elle se leva, remercia le juge, et quitta le tribunal pour retrouver la lumière chaude du soleil dehors. Elle expira profondément. Ce n'était pas juste une victoire légale, c'était une affirmation que la paix de ses enfants ne serait plus jamais négociable. Un mois plus tard, Zena se tenait devant un immeuble délabré à la périphérie de la ville. La peinture s'écaillait, l'air sentait légèrement le moisi.
Elle n'était pas venue par colère ou devoir, mais pour voir par elle-même une vérité qu'elle avait déjà acceptée. Daniel ouvrit la porte, surpris de la trouver là. « Zena » dit-il prudemment, s'écartant. « Entre. » Elle regarda derrière lui, une pièce sombre, des meubles d'occasion, du courrier non ouvert près de la télé. Un contraste saisissant avec la vie qu'il affichait autrefois. « Non » dit-elle doucement. « Je ne reste pas. Je suis juste venue voir. » Ses épaules s'affaissèrent alors qu'il s'appuyait au chambranle. « Tu voulais me voir tomber » demanda-t-il avec amertume. Elle secoua la tête. « Je voulais m'assurer que je ne ressentais plus rien. Et c'est le cas, ni pitié, ni haine, rien. » Sa voix était dénuée de malice, juste claire. « C'est ta vie maintenant, pas à cause de moi, mais à cause de tes choix. » Sa voix se brisa. « Elles sont belles, tu sais. Les filles. J'ai vu des photos en ligne. » Elle hocha la tête. « Elles le sont. Et elles s'épanouissent parce que je refuse qu'elles portent le poids de ton absence. » Il ouvrit la bouche, mais elle leva une main. « Tu n'as rien à dire. Je suis venue pour moi. » Un silence s'étira, un dernier fil se rompant doucement entre eux. « J'espère que tu trouveras ton chemin, Daniel, » ajouta-t-elle. « Mais nous n'attendrons pas. » Elle se détourna et remonta le couloir sans regarder en arrière, chaque pas résonnant de paix. Dehors, le soleil lui réchauffa le visage, une brise légère soulevant sa robe. Elle monta en voiture, où les filles riaient à l'arrière et Steve l'attendait à l'avant avec un regard complice. « Ça va » demanda-t-il. Elle sourit dans le rétroviseur à ses filles. « Plus que bien. Je suis libre. » Et en s'éloignant, elle sentit le dernier poids quitter ses épaules. Ce qui était une plaie était devenu une cicatrice visible, mais indolore. C'était un dimanche matin paisible, le genre de moment dont Zena n'avait autrefois osé que rêver. Les trois filles jouaient dans la cour avec des craies, leur rire flottant à travers la fenêtre ouverte, tandis qu'un air de jazz doux résonnait dans la cuisine. Zena remuait une pâte à pancakes pendant que Steve rinçait des fruits à l'évier, frôlant son bras avec une familiarité devenue instinctive. « Tu es inhabituellement silencieuse aujourd'hui » dit-il avec un sourire, essuyant ses mains. Elle posa le bol et croisa son regard. « Je réfléchissais » commença-t-elle. « À comment tout a changé, à comment j'ai changé. Je ne pensais pas retrouver la paix, encore moins l'amour. » Steve s'approcha, essuyant ses mains sur une serviette avant de repousser une boucle derrière son oreille. « Tu n'as pas juste survécu, Zena. Tu t'es rebâtie de zéro. » Elle hocha la tête lentement. « J'avais si peur de laisser quelqu'un entrer à nouveau. Mais tu ne m'as jamais pressé, tu ne m'as jamais fait sentir que l'amour avait une date d'expiration. » Après le petit déjeuner, les filles rentrèrent, couvertes de poussière de craie et de joie, criant qu'elles avaient dessiné un cœur sur le patio pour « Maman et tonton Steve ». Zena s'agenouilla près d'elle, souriant à travers ses larmes en les serrant fort. Plus tard, pendant leur sieste, elle et Steve s'installèrent sous l'arbre du jardin, une bouteille de cidre pétillant entre eux. Les branches dansaient doucement, projetant des taches de soleil sur leurs genoux. Steve prit sa main. « Je pensais ce que j'ai dit avant. J'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Mais s'il y a une part de toi prête à ouvrir cette porte. » Zena serra sa main, ses yeux brillants. « Je crois que j'ai un pied dedans depuis un moment. J'avais juste besoin d'être sûr que la porte ne se refermerait pas brutalement. » Il se pencha, sans précipitation, juste assez pour lui laisser le choix. Et elle le fit. Elle combla l'espace, posant ses lèvres sur les siennes dans un baiser qui parlait moins de passion que de retour au foyer. En s'écartant, elle murmura. « Cette fois, je choisis l'amour les yeux ouverts. Et je te choisis, toi. » Sous cet arbre qui deviendrait leur refuge, une nouvelle histoire d'amour naquit non comme un sauvetage, mais comme un partenariat forgé dans la confiance, le respect et une dévotion discrète mais inébranlable. Le soleil se couchait en stries dorées lorsque Zena monta sur une scène communautaire, ses filles à ses côtés dans des robes assorties, leurs petites mains serrées dans les siennes. Une foule s'était rassemblée pour célébrer le premier anniversaire de Née de la Force. Des femmes de toute la ville étaient assises sur des chaises pliantes, beaucoup d'entre elles autrefois étrangères, aujourd'hui liées comme des sœurs dans leur chemin de reconstruction. La directrice du programme présenta Zena sous une salve d'applaudissements, mais ce fut la vue de Steve, tenant un bouquet dans le public avec un sourire fier et discret, qui calma ses nerfs. Elle s'avança vers le micro, s'éclaircissant la gorge. « Il y a un an, je me tenais au bord de ma vie, incertaine de retrouver un sol stable. Mais j'avais 3 raisons de me relever, mes filles. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai refusé que la douleur soit le dernier chapitre de mon histoire. » Sa voix gagna en assurance. Cette entreprise, ce ne sont pas juste des produits ou des profits. C'est la preuve que briser ne veut pas dire fini, que seul ne veut pas dire non aimé, que la maternité n'est pas une faiblesse, c'est un feu qui peut illuminer les nuits les plus sombres. La foule explosa en applaudissements, plusieurs femmes essuyant leurs larmes. Après son discours, les filles coururent vers elle, enroulant leurs bras autour de ses jambes. « Tu as été géniale, maman !» cria l'une d'elles.
Steve les rejoignit peu après, et il tendit la bouquet à Zena. « Tu as été mon encre » murmura-t-il. « Maintenant, tu fais partie de l'histoire qu'on raconte. » Il l'attira dans une étreinte chaleureuse tandis que la foule se mêlait et que la musique emplissait l'air. Ce soir-là, en regardant ses filles danser dans un champ de lumière et de rire, Zena réalisa que ce n'était pas juste une victoire. C'était son triomphe. Elle avait repris sa voix, sa puissance, son avenir, main dans la main avec ses enfants et l'homme qui l'avait soutenue à travers tempête et silence. Sous les étoiles, en s'éloignant ensemble, elle sut une chose avec certitude, elle n'avait pas juste survécu. Elle avait triomphé en tant que mère, femme, et force que personne ne pourrait plus ignorer. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez-vous si vous avez apprécié l'histoire et n'oubliez pas de nous partager vos avis dans les commentaires. À bientôt!